Bien, donc c'est en 1922 que McLennan va décrire pour la première fois la réalisation d'une résection vertébrale pour corriger une déformation rachidienne. En 1945, Smith-Peterson réalise des ostéotomies postérieures pour traiter des patients atteints de spondylarthrite ankylosante. Skoudes rapporte l'ostéotomie en coin pour la première fois en 1963. En 1984, Ponté réalise des ostéotomies postérieures étagées en chevron pour traiter des patients atteints de maladie de Scheuermann. Et la même année, Henning va réaliser une résection vertébrale selon la technique de la décancellation. Donc, le but des ostéotomies du rachis est de traiter une déformation rachidienne en repositionnant celui-ci dans une situation d'équilibre la plus physiologique possible. On distingue classiquement trois grandes catégories: les ostéotomies postérieures de type chevron ou Smith-Peterson, les ostéotomies transpédiculaires, et puis les techniques de résection vertébrale type VCR, donc Vertebral Column Resection pour les anglo-saxons. Ces ostéotomies s'adressent aux déformations rigides et leur intérêt est qu'elles vont permettre une correction de la déformation en un temps par voie postérieure de façon exclusive ou quasi exclusive. Alors récemment, Frank Schwab a proposé une classification des ostéotomies à laquelle a participé Benjamin Blondel, qui a été publiée en 2014 dans Neurosurgery. C'est une classification qui est assez intéressante et qui a le mérite de clarifier un peu les choses et de regrouper dans des catégories similaires des ostéotomies finalement assez proches, mais qui portaient un nom différent. Donc c'est une classification en 6 grades qui est basée sur l'importance de la résection osseuse, depuis le grade 1 qui correspond à l'arthrectomie partielle jusqu'au grade 6 qui correspond donc à la résection vertébrale multiniveau. Donc les ostéotomies de grade 1 et 2 correspondent à l'arthrectomie partielle et totale. Donc ces ostéotomies sont systématiquement indiquées lorsque l'on traite une déformation du rachis, permettant de rendre le rachis mobile et également de favoriser la fusion intervertébrale. Le gain moyen de correction est estimé autour de 5 à 10 degrés par niveau concerné. Les variantes sont représentées par les ostéotomies de type Smith-Peterson et ostéotomie de Ponté, et elles sont typiquement indiquées dans les déformations harmonieuses et modérées, comme par exemple ce Scheuermann, donc chez un jeune adulte, traité par des ostéotomies de grade 2, donc à l'étage thoracique. Ces ostéotomies, pour être efficaces, nécessitent un minimum de mobilité résiduelle au niveau de la colonne antérieure. Ici, un autre exemple, donc une scoliose idiopathique avec une évolution dégénérative traitée par des ostéotomies de grade 2 et permettant donc une correction satisfaisante de la déformation dans les deux plans. Les ostéotomies de grade 3 et 4 donc, correspondent à l'ostéotomie transpédiculaire, plus ou moins associée à la résection du disque sous-jacent. Le principe va être de réaliser une résection cunéiforme du corps vertébral à travers les pédicules en se servant de la corticale antérieure comme charnière ou pivot. L'OTP va permettre une correction moyenne autour de 25-40 degrés et tout est fait par voie postérieure. Vous voyez ici l'exemple d'une ostéotomie transpédiculaire réalisée en L4 pour corriger un Doppler post-opératoire. Donc ici un autre exemple d'ostéotomie réalisée en L4 pour traiter une kyphose lombaire dégénérative permettant de rééquilibrer la patiente, de ramener ses 7 au-dessus du plateau sacré et de corriger les mécanismes de compensation. Donc vous voyez la réapparition d'une kyphose thoracique physiologique et la disparition de la flexion des genoux. Ici l'exemple d'une ostéotomie de type transdiscal de grade 4 réalisée en L3 donc pour corriger un Doppler post-opératoire. Alors, dans certains cas, lorsque la déformation est extrêmement sévère et la correction à apporter très importante, il faut parfois avoir recours à une ostéotomie de grade 5 ou 6, c'est la résection vertébrale. Le principe va être de réséquer totalement un segment rachidien, c'est-à-dire les éléments postérieurs, le corps vertébral, les disques sus et sous-jacents. Cela peut être réalisé par voie postérieure exclusive, c'est la PVCR, ou par voie combinée. La correction est très importante, 40-50 degrés, parfois plus, et cette technique est typiquement indiquée dans les déformations rigides et angulaires, comme cette kyphose congénitale par exemple. Ici, un autre exemple de résection vertébrale, donc réalisée à l'étage lombaire pour corriger une kyphose lombaire séquelaire d'un problème infectieux,
et ayant permis donc une correction angulaire de plus de 45 degrés entre L3 et L5. Ici un autre exemple de résection vertébrale réalisée au niveau de la charnière thoracolombaire pour donc traiter une kyphose jonctionnelle au-dessus d'une ancienne instrumentation T12-L5. J'insiste sur le mécanisme de correction qui est assez différent selon le type d'ostéotomie considéré. Pour les ostéotomies de type chevron, le pivot se situe au niveau de la colonne postérieure avec un effet de compression en arrière et un petit effet d'allongement en avant. Pour l'ostéotomie transpédiculaire, la charnière se situe au niveau de la corticale antérieure avec un important effet de raccourcissement en arrière qui est proportionnel à la base du triangle d'ostéotomie, qui peut parfois être mal toléré à l'étage médulaire. Et puis, vous voyez, pour la résection vertébrale, la charnière se situe au centre du corps vertébral. On va typiquement tourner autour de la cage de corporectomie avec un petit effet d'allongement en avant et un petit effet de raccourcissement en arrière, mais finalement un pouvoir de correction très important. Dans la série SFCR, la majorité des ostéotomies étaient donc des ostéotomies classiques de type grade 3 selon Schwab. Si on regarde ostéotomie versus résection vertébrale, donc nous avons noté quelques différences. Les patients opérés d'une résection vertébrale étaient plus jeunes de façon significative et présentaient plus souvent un déficit neurologique préopératoire. Il n'y avait pas de différence en termes de saignement intraopératoire, en termes de durée opératoire, mais il y avait une différence en termes de saignement, 1,3 litre pour le groupe résection vertébrale versus 1,9 litre pour le groupe OTP. Enfin, et de façon plutôt inattendue, nous avons noté que les patients opérés d'une résection vertébrale présentaient un déficit et un déséquilibre préopératoire plutôt moins important par rapport aux ostéotomies transpédiculaires, comme si finalement ce n'était pas l'importance du déséquilibre qui avait conduit à l'indication de résection vertébrale, mais plutôt la nécessité donc d'une reconstruction antérieure. En termes de complications, nous n'avons pas retrouvé de différence significative entre les deux groupes. Nous avons retrouvé certaines tendances, notamment concernant les complications mécaniques, avec moins de complications mécaniques dans le groupe résection vertébrale, ce qui est finalement assez logique et attendu, puisque lors de la résection vertébrale, on va systématiquement reconstruire la colonne antérieure et réaliser une greffe osseuse de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas pour les ostéotomies transpédiculaires. Je vous remercie.